En à peine 2 jours, les rêves polaires de l'Allemagne se sont évaporés comme neige au soleil. 15 soldats de la Bundeswehr, envoyés discrètement au Groenland pour une mission de repérage sous l'égide de l'OTAN, ont quitté les lieux aussi silencieusement qu'ils y étaient arrivés, en prenant un vol civil islandais, sans tambour ni trompette. Aucune déclaration publique, 0 explication, pas même une photo officielle. Une fuite, pure et simple, qui a pris de court les partenaires européens et offert à Donald Trump ce que d'aucuns appellent déjà un trophée symbolique dans sa quête obsessionnelle du Groenland. On dirait bien qu'à Berlin, une décision de dernière minute a été prise. Face aux menaces économiques de Trump, mieux valait reculer que de jouer les durs dans l'Arctique. Le signal envoyé aux autres capitales européennes? Implacable. Lorsque la Maison-Blanche serre la vis, même le géant économique allemand plie le genou. Et le calendrier de cette débâcle n'a rien de hasard. À peine 24 heures avant ce repli éclair, Trump brandissait une arme bien connue. Une salve de droits de douane visant directement les membres de l'OTAN impliqués dans les discussions sur le Groenland. L'Allemagne, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, tous dans la ligne de mire. Le message était clair. Alignez-vous ou faites face aux conséquences économiques. Et dans les heures suivant cette annonce, Berlin a ordonné le retour de ses soldats. Toutes les activités prévues ont été annulées dans le silence. La reconnaissance, qui était censée démontrer l'engagement européen envers la sécurité arctique, s'est terminée avant même de vraiment commencer. Ce qui était censé être une démonstration de résolution alliée est devenu, au contraire, une démonstration de faiblesse. Les responsables européens insistent sur le fait que le retrait était de routine, une fin préplanifiée d'un court voyage de reconnaissance. Les porte-paroles militaires allemands ont tenté, plus tard, de minimiser la situation, déclarant que la mission s'était simplement terminée et que les résultats seraient maintenant évalués. Mais ils n'ont offert aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a été réduite de manière aussi dramatique. Le récit officiel s'est effondré sous le poids de questions évidentes. Selon Bild, le principal journal allemand, l'équipe de 15 soldats est arrivée à Nuuk le 16 janvier, sous le commandement du contre-amiral Stefan Pley. Leur mission, organisée à l'invitation du Danemark, était d'évaluer les conditions environnementales et la faisabilité logistique pour de futurs exercices de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans la zone arctique. L'équipe était tirée de toutes les branches de l'armée de l'air et de la marine de la Bundeswehr, représentant une coupe transversale de l'expertise militaire allemande. D'autres membres européens de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avaient dépêché des détachements de reconnaissance similaires, tous faisant partie d'un effort coordonné pour démontrer l'engagement allié envers la sécurité arctique face à la pression américaine croissante. Mais dès que les bottes ont touché le sol groenlandais, la mission a été éclipsée par les tensions croissantes entre Washington et ses partenaires européens. Le déploiement est venu juste 2 jours après une réunion diplomatique échouée à Washington le 14 janvier, où les désaccords entre les États-Unis et ses alliés sur le Groenland sont restés non résolus. Les responsables danois ont quitté cette réunion les mains vides, incapables de changer la position de Trump sur ce qu'il a appelé à plusieurs reprises l'acquisition complète et totale de l'île. L'échec diplomatique a préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. Fait intéressant, tout le monde en Allemagne ne voulait pas reculer. Avant le retrait, le chef de l'association des réservistes de la Bundeswehr avait ouvertement appelé à envoyer des troupes pour bloquer toute tentative américaine de prendre le Groenland. La déclaration était remarquable par sa franchise, une figure militaire de haut rang suggérant que les forces allemandes devraient physiquement s'opposer aux ambitions américaines. Cela révélait qu'en Allemagne, certains secteurs étaient prêts à aller beaucoup plus loin contre Trump. Mais ces voix ont été rapidement réduites au silence par l'establishment politique à Berlin, qui a apparemment calculé que la confrontation avec Washington ne valait pas le risque économique. Le ministre danois des Affaires étrangères a abordé directement l'échec diplomatique, reconnaissant que l'effort n'avait pas atteint ses objectifs. Selon les ministres, il n'y a pas de menace immédiate de la Chine ou de la Russie dans l'Arctique, du moins pas une que les structures existantes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ne puissent pas accommoder. Le ministre a souligné que le Danemark a déjà investi des milliards pour renforcer ses capacités de défense au Groenland. Construction d'installations radars, amélioration des aérodromes, élargissement de la capacité de patrouille navale.
Copenhague prend la sécurité arctique au sérieux depuis des années, bien avant que Trump ne tourne son attention vers l'île gelée. Mais malgré ses investissements et assurances, les responsables danois ont admis qu'ils n'ont pas réussi à changer la position américaine. L'avertissement du ministre portait un poids historique. Selon les responsables danois, toute invasion ou annexion forcée du Groenland marquerait la fin de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord telle que nous la connaissons, parce que cela transformerait un allié en agresseur direct contre un autre membre. L'alliance a été construite sur le principe que les membres se défendent mutuellement, ne s'attaquant pas au territoire de l'autre. Le 17 janvier, juste un jour après l'arrivée des soldats allemands au Groenland, Trump a dévoilé le paquet tarifaire qui allait remodeler toute la dynamique. S'adressant aux journalistes à la Maison-Blanche, le président a annoncé qu'un tarif de 10% prendrait effet le 1er février contre 8 alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, directement liés à la question du Groenland. Il a averti que le prélèvement augmenterait à 25% d'ici le mois de juin et resterait en place indéfiniment jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour ce qu'il a appelé le contrôle complet et total du Groenland. Le langage était délibérément provocateur, conçu pour ne laisser aucun doute sur les intentions américaines. Ce n'était pas une tactique de négociation ou une envolée rhétorique, c'était un ultimatum. Les nations ciblées, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande et le Danemark parmi elles, représentent certains des partenaires militaires et économiques les plus proches de l'Amérique. Ensemble, elles représentent des centaines de milliards de dollars de commerce annuel avec les États-Unis. Le premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié de complètement faux le fait de punir les Alliés avec des tarifs pour avoir cherché la sécurité collective de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La condamnation a été rapide et unanime à travers les capitales européennes, mais les objections des dirigeants européens, aussi bruyamment exprimées soient-elles, semblaient avoir peu de poids à Washington. Pour la première fois dans les 75 ans d'histoire de l'Alliance, un président américain a lancé une guerre commerciale contre des alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord comme punition pour avoir défendu la souveraineté du territoire européen. Trump a défendu les tarifs en évoquant la sécurité nationale, affirmant que le Groenland devrait appartenir aux États-Unis pour contrer les menaces présumées de la Chine et de la Russie. L'île, a-t-il soutenu, se trouve dans un emplacement stratégiquement vital. Une porte d'entrée vers l'Arctique, riche en minéraux de terres rares, de plus en plus importante alors que le changement climatique ouvre de nouvelles routes maritimes à travers la région polaire. De retour au Groenland, l'équipe de reconnaissance allemande a continué son travail le 17 janvier, apparemment inconsciente de la tempête qui se préparait à Washington. Selon Bild, Berlin avait en fait suggéré que l'unité pourrait prolonger son séjour pour des évaluations logistiques supplémentaires. L'amiral Pley et son équipe tenaient des discussions avec les responsables danois et les partenaires alliés, préparant des rapports sur la coopération future potentielle dans la zone arctique. L'atmosphère était professionnelle, axée sur des questions techniques concernant les opérations arctiques, les tolérances de température pour l'équipement, les conditions de piste, l'infrastructure de communication. Il n'y avait aucune indication que la mission se terminerait brusquement dans quelques heures. Mais dimanche matin, tout a changé. Bild a rapporté que Berlin a émis des ordres immédiats pour que toute l'équipe se retire. La décision est venue juste quelques heures après que l'amiral Pley a personnellement informé les autorités militaires et gouvernementales de la situation sur le terrain. Quoi que ce soit qui a été communiqué dans ce briefing a apparemment déclenché un renversement politique brutal. La mission prolongée a été annulée sans explication. Les soldats ont été informés de faire leur bagage et de partir sur le prochain vol disponible. Vers midi, le 18 janvier, les 15 soldats allemands ont été photographiés à l'aéroport de Nuuk avec leur équipement complet, attendant d'embarquer sur un Boeing 737 d'Icelandair à destination de l'Europe. Le départ était silencieux. Pas de déclaration formelle, pas de briefing médiatique, pas d'explication offerte aux autres Danois ou aux partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le déploiement entier au Groenland, de l'arrivée au départ, avait duré moins de 44 heures. Le retrait a immédiatement déclenché des spéculations à travers les capitales européennes. Était-ce un départ préplanifié, comme Berlin l'affirmait, ou l'annonce tarifaire de Trump avait-elle forcé la main de l'Allemagne, obligeant une retraite précipitée pour éviter de nouvelles représailles économiques? Les responsables allemands ont refusé de fournir des explications détaillées,
alimentant le soupçon que le timing n'était rien d'autre que coïncident. Les analystes qui ont parlé aux médias européens ont suggéré que Berlin a peut-être calculé que maintenir des troupes au Groenland, même une petite équipe de reconnaissance, serait interprété par Washington comme un geste provocateur, un défi direct aux ambitions déclarées de Trump. Mieux valait se retirer discrètement et préserver de la place pour la négociation que de risquer de devenir un point focal de la colère économique de Trump. Les dirigeants européens ont lutté pour formuler une réponse unifiée à la campagne de pression de Trump. À Bruxelles, les responsables discutent de l'instrument anti-coercition, un mécanisme adopté par l'Union européenne spécifiquement pour contrer l'intimidation économique par des puissances étrangères. L'instrument pourrait bloquer les contrats publics pour les entreprises américaines, restreindre l'accès au marché européen et imposer des tarifs de rétorsion sur les produits américains. Certains analystes mentionnent une option encore plus drastique, discutée lors de réunions. Fermer l'accès américain aux bases militaires comme Ramstein en Allemagne. On l'appelle l'option nucléaire de Bruxelles. Une mesure si extrême que même la mentionner signale à quel point la situation s'est détériorée. Ramstein est la plus grande base aérienne américaine en dehors des États-Unis. Un hub critique pour les opérations américaines à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais les menaces de représailles comportent d'énormes risques que les planificateurs européens comprennent très bien. Des analyses dans des publications européennes majeures ont averti que Washington pourrait répondre à la rébellion européenne en réduisant le renseignement partagé depuis la base de Pitufik, au Groenland, une installation critique pour surveiller l'activité des sous-marins russes et les lancements de missiles. Les États-Unis pourraient desserrer leur engagement envers le flanc est de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, en Pologne et dans les États baltes. Le plus alarmant, certains analystes suggèrent que Washington pourrait même commencer à négocier des ententes tactiques avec la Russie dans l'Arctique, échangeant essentiellement les intérêts européens contre des avantages américains. Pour l'Europe, ce scénario représente un cauchemar stratégique de proportions historiques, abandonné par Washington tout en faisant face à une Moscou enhardie, sans dissuasion crédible. Le Danemark se trouve dans une position particulièrement difficile au centre de cette tempête géopolitique. En tant que puissance souveraine responsable de la défense et des affaires étrangères du Groenland, Copenhague doit équilibrer des pressions concurrentes qui tirent dans des directions opposées. D'un côté, le gouvernement danois fait face à des demandes nationales et groenlandaises de résister à la pression américaine. De l'autre, le Danemark dépend fortement du parapluie de sécurité américain. Le Groenland lui-même est devenu un participant de plus en plus vocal dans ces discussions, exigeant que sa voix soit entendue dans les décisions concernant son propre avenir. Le premier ministre de l'île, soutenu par une majorité substantielle de la population locale selon plusieurs sondages, a systématiquement rejeté tout transfert de souveraineté vers les États-Unis. Les dirigeants groenlandais soutiennent que leur avenir devrait être déterminé par leur propre peuple à travers des processus démocratiques. Les mouvements indépendantistes sur l'île ont gagné en élan ces dernières années, avec de nombreux Groenlandais envisageant une souveraineté éventuelle, bien que la plupart préfèrent une transition négociée, progressive, plutôt qu'une rupture immédiate avec le Danemark. L'île reste fortement dépendante des subventions danoises qui financent les soins de santé, l'éducation et l'infrastructure de base. L'ancienne ambassadrice américaine au Danemark, Carla Sands, a offert un contrepoint brutal à la position de Copenhague. Selon Sands, le Danemark n'a tout simplement pas les ressources pour protéger le Groenland adéquatement. L'île est massive, la plus grande du monde, avec une population de seulement 5000 personnes dispersées sur un territoire plus grand que l'Europe occidentale. La présence militaire danoise là-bas est minimale. L'échéance du 1er février pour les tarifs pèse lourdement sur les capitales européennes. Les dirigeants ont moins de 2 semaines pour décider comment ils répondront à l'ultimatum de Trump. Offriront-ils des concessions sur le Groenland? Y riposteront-ils avec leurs propres mesures commerciales ou attendront-ils simplement, en espérant que les pressions politiques intérieures aux États-Unis pourraient éventuellement modérer les demandes de Trump? Les soldats allemands qui sont rentrés chez eux depuis le Groenland le 18 janvier n'ont peut-être pas réalisé le poids symbolique de leur départ.
En seulement quelques heures, une mission de reconnaissance est devenue une retraite. En seulement 44 heures, les menaces tarifaires ont remodelé des dynamiques d'alliance qui étaient restées stables pendant des générations. Les 44 heures sont terminées. Le règlement de compte ne fait que commencer. Et maintenant, la question est implacable. Assiste-t-on à une simple manœuvre de pression économique ou au début d'une fracture historique au cœur même de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Dis-nous en commentaire si tu penses que l'Europe finira par résister à l'ultimatum de Trump ou si le Groenland deviendra le symbole d'un nouvel ordre imposé par Washington. Si cette analyse t'a permis de mieux comprendre ce qui se joue derrière cette retraite éclair, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite de cette crise majeure.